Bien le bonjour, Joël Brolansky. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre émission Sheridan Partners. Comment allez-vous? Très bien, avec un très beau temps aujourd'hui. Ah, fait-il beau chez vous donc? On vient de Oui, le... D'accord. un Eh grand bien, soleil. nous dirons que non loin de chez vous, pareillement, nous avons un beau soleil. Landais Bon, chez bon. vous et, par exemple, l'Autois chez vous? L'Autois, oui. Voilà, voilà. J'ai C'est bien pas... retenu la leçon à ce niveau-là. Alors, Joël Polanski, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, disais-je. Et vous avez certainement une parité avec nous, c'est somme toute le monde littéraire. Ben, disons en tout cas le domaine du livre, hein. Ça c'est Oui. sûr. Il y a quelques bulles, proprement dit, il y a quelques textes qui suivent vos dessins qui sont très intéressants, on va pouvoir en parler forcément, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages vous concernant. Et vous êtes un genou dans la profession. Oh oui, oui, oui. Enfin, bon, quand même, ça fait quand même quelques années que je sévis, hein, Voilà, sincèrement. voilà. Parce que quand même, malgré tout, je cite, c'est quand même depuis 30 ans que vous exercez votre métier, même un peu plus maintenant. Ben, en fait, c'est une passion. S'il fallait que je retourne aux origines, c'est depuis l'âge de 4 ans. À Wow. 4 ans déjà. Oui. À 4 ans déjà, je voulais faire des livres et je dessinais sur du bout de papier et j'ai réalisé mon premier album, j'avais 18 ans. Voilà. Et oui, Donc, donc, ça commence à faire quelques années quand même. c'est pour ça que je vous disais que vous étiez un genou dans le métier. Oui, 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 Voilà, voilà. voilà. Alors, moi, je ne peux que dire ce que vous avez déjà évoqué sur les salons précédents, j'allais vous dire. Et moi, j'ai quand même retenu une chose. Donc, depuis 30 ans, Joël Podolsky publie des albums inspirés par des lieux, les personnages ou les légendes du patrimoine carsinois, pardon. La rencontre avec François-Henri Soulier et Thierry Bourcy donnera naissance à L'hiver des éléphants. Tout un programme, un album dont l'intrigue se situe dans l'environnement montalais à la fin de la guerre 14-18. En septembre 2015, à la sortie, ce livre reçut le Safran d'or, prix du public, rien que ça, au salon de la BD de Cajac. Dans son dernier livre paru, L'éléphant Cajac, Joël Polonsky emmène les lecteurs dans l'Ardèche d'il y a 35 000 ans. 35 000 ans, à l'époque où nos ancêtres ont peint la grotte Chauvet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Parce que c'est pas rien tout de même. Ben, effectivement, c'est pas rien, c'est même une très belle aventure. En fait, l'histoire de cet album avec la grotte Chauvet et donc tout ce qui est la région de Vallon-Pont d'Arc, c'est aussi un album qui existe à la suite d'un album paru qui parlait d'une autre grotte, c'est-à-dire la grotte de Pêche-Merle. Donc, les chevaux du Pêche-Merle. En fait, j'avais déjà réalisé un premier album, je vais dire entre guillemets préhistorique, euh, à partir des dessins de la grotte de Pêche-Merle, donc située dans le Lot. C'est donc une grotte merveilleuse. Et c'est Mhm. en m'y promenant, puis en ayant des contacts à la fois avec la municipalité et puis les gens qui tiennent le site, le musée de la grotte de Pêche-Merle. On avait émis l'idée de ce premier album, encore une fois préhistorique. Mhm. Et à la suite de cette parution, bah, c'est un album qui a circulé à droite, à gauche. Et un jour, il s'est retrouvé du côté de Vallon-Pont d'Arc et de l'Office de tourisme de Vallon-Pont d'Arc. Et comme eux, ils ont aussi une très belle grotte, eh bien, ils étaient un petit peu intéressés. Il y a eu des premiers contacts pour réfléchir à l'idée d'un album qui, dans le même esprit, partirait des dessins de la grotte Chauvet pour réaliser une aventure préhistorique. Et donc, pour réaliser cet album, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir la grotte pour moi tout seul le matin. Enfin, quand je dis la grotte, c'est le facsimilé.
Donc, je me suis imprégné des dessins et de toutes ces images. Et puis, petit à petit, ben, il y a une histoire qui est née. Et puis, j'ai eu la chance aussi, grâce à ce livre, d'aller visiter la grotte originale, qui est encore une émotion différente. Et même si le facsimilé est superbe, est très bien fait et que franchement, on ne se moque pas du visiteur, il y a Oui. une autre émotion quand on arrive quand même dans la grotte originale, surtout dans les dimensions, dans les volumes de la grotte. Et donc, c'est comme ça que ce livre est né, en lien également avec des gens du site, c'est-à-dire que même si je suis un petit peu un amateur éclairé, je ne me présente pas un scientifique. Donc, au fur et à mesure des planches, j'envoyais mes planches je dirais, à des Jiminy Cricket du site qui, si jamais il y avait des petites choses qui étaient un peu en décalage, m'informaient, me disaient, oh, ça s'est très bien passé, hein, c'était vraiment pas de la censure, mais c'est Mhm. des détails. Toujours, à un moment, un de mes personnages tient un silex. Bon, moi, n'étant pas, encore une fois, un professionnel, je vais trouver un beau document de silex. Et là, ils m'ont dit, ah, non, à cette époque-là, ils ne taillaient plus les silex comme ça. Et ils m'ont redonné un silex qui correspond à la période des peintures de la grotte. Eh Donc, c'est oui. un album très personnel, bien sûr, mais qui était quand même, je dirais, encadré par des gens qui sont un petit peu plus au courant des réalités scientifiques de l'époque. En tout cas, de ce qu'on en sait, parce que c'est également une science qui évolue énormément ces dernières années entre la génétique et les nouvelles possibilités techniques. On découvre aussi, c'est-à-dire que même des vérités de spécialistes, quelquefois, quelques années après, ben, on change d'avis parce qu'on a des preuves que non, ça se passait autrement. Justement, j'allais vous dire, cette relation justement entre guillemets avec le public peut-être naissant à découvrir vos BD, hein, il en est pas moins vrai qu'il y a encore des découvertes à faire dans ces grottes-là, en tout cas, et justement surprendre encore à savoir l'aspect haut, par exemple, à dire tiens, cet endroit-là, on ne l'avait jamais découvert, et puis finalement, ça date de 35 000 ans tout de même, et à trouver encore un caractère peut-être nouveau qu'on ne connaît pas, parce que c'est mystérieux tout cela. Enfin, ça nous emmène dans un univers que nous-mêmes, nous ne connaissons pas forcément bien, en fait. Hein. Ah ouais, de toute façon, ça reste un univers, euh, même s'il y a un certain nombre de certitudes qui sont assez techniques, c'est-à-dire grâce à l'ADN et tout, ils arrivent vraiment maintenant à décrire des mouvements de population, des foules, tous ces aspects-là sont de plus en plus précis dans les datations, les espèces qui ont vécu. Par contre, là où c'est libre cours à toute imagination, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé de pierres de Rosette qui permettent de traduire, entre guillemets, à la fois les dessins, mais pas que les dessins, parce que c'est aussi quelque chose qu'on oublie un petit peu trop souvent parce que c'est moins spectaculaire, mais l'art rupestre, c'est aussi des milliers et des milliers de signes. Hum. Donc, si on dessine, et en plus des signes que l'on pouvait retrouver de façon identique dans plusieurs grottes. En particulier, il y a ce qu'on appelle l'homme blessé qui se trouve dans la grotte de Pêche-Merle, il se trouve dans la grotte Cosquer, il se trouve dans une grotte Cougnac, qui est un peu au nord de la Corrèze. Mhm. Ce qui veut dire que derrière ces signes, on est sur un idéogramme. Parce que autant un dessin, on peut éventuellement prétendre que c'est juste pour faire joli, mais évidemment, moi, j'y crois pas du tout. Mais quand on fait des signes, on met un sens derrière. Et ça, là, aucun scientifique ne peut prétendre je sais ce que veut dire ce signe. Obligatoirement, on est dans l'interprétation, l'imagination, les hypothèses. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver un jour, comme Champollion a eu la chance, une pierre de Rosette qui nous permette d'avoir le langage des hommes préhistoriques, puis le langage des Égyptiens, puis nos lettrages, ça m'étonnerait. Ce qui fait que pour un auteur, c'est un univers béni de création, puisque j'ai le droit de Et dire tout ce que… puis, et absolument, hein, moi j'en suis entièrement convaincu. On a eu la chance de se rencontrer sur un des salons justement où on évoquait tout ça plus intimement, on va dire comme cela, sur ces salons-là en tout cas. Et je voyais bien le monde qui acheminait derrière vos livres, qui attendait le moment pour acheter vos ouvrages, certes, mais aussi parler avec, forcément échanger avec vous, parce que voilà, vous êtes passionnant. Et c'est vrai, c'est tout un tout. On passerait des heures à vous écouter. Hein. Voilà, il faut dire les choses.
Et alors moi justement, parce que je parlais de 30 ans tout à l'heure, j'allais dire de dessin, hein, comme je dis, on a eu la chance de vous croiser dans votre univers. On est allé un petit peu quand même dans votre fort intérieur, visiter votre bureau quand même, hein, on va le dire. Et là, je me suis attaché à voir des BD d'enfants finalement. Hein. C'est ça, toute cette jeunesse là qui vous encadrait. Et on voit bien après l'attrait que vous avez pris, le sérieux de votre aventure, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai commencé à l'âge de 4 ans et à 18 ans, j'avais déjà plus ou moins ma petite plume, mon petit cerveau qui s'identifie au petit personnage et mes petites bulles, ben, on comprend mieux le personnage. On sait d'ailleurs que vous êtes entier, nous, parce que vous parlez de vos créations finalement et vous en parlez avec amour. Finalement, c'est de l'amour que vous transmettez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une passion qui m'a jamais quitté. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on vit dans une époque maintenant où l'image est partout. Elle est sur n'importe quel objet, elle est dans les rues, elle est sur les murs, elle s'anime. Mais il faut remettre dans le contexte, donc, dans les années 60-70, bien sûr qu'il y avait des livres, bien sûr que la télé existait, mais enfin, l'image était beaucoup moins omniprésente qu'actuellement. Et moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas la télévision chez moi. Donc, Bien sûr. on a du mal à se représenter ça, quoi. Hein. C'était il y a une génération, mais c'était comme ça. Et moi, les premières chocs visuels que j'ai eus, c'était avec des petits bouquins à 40 centimes, à Kim Blake et tout. Oui, Et oui. avant de savoir lire, quand j'ai ouvert ces bouquins-là, j'ai immédiatement été happé par ce langage, cette forme d'écriture. Et depuis toujours, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, évidemment, grandissant, on change nos lectures. Je suis aussi bien passé à des comics américains qu'à Pilote, à Suivre et tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, j'ai toujours été un passionné et un grand lecteur des revues de bande dessinée qui ont maintenant quasiment disparu, même s'il en reste encore une ou deux, mais la notion de revue de bande dessinée n'existe plus, c'est l'album qui a pris la place. Et donc, là, comment dire, cette passion, elle a, elle a trouvé comme ça, elle a évolué avec avec l'âge et les supports. Et ma foi, je continue à être passionné, à aller dans les librairies, à fouiller, à trouver des trucs que je Mhm. ne connaissais pas et, et à retrouver du plaisir à prendre un livre. Moi, je ne peux pas m'endormir sans prendre une BD dans. Oui, oui, je m'en doute un peu. À vous écouter, on peut dire que voilà, vos soirées sont plutôt bien animées sur peut-être au coin d'une cheminée d'ailleurs, où vos soirées, là, ça vous regarde, on n'ira pas plus loin au sommier. Voilà. Moi, j'ai devant les yeux des titres qui me parlent. Après, on parlera de vos ouvrages, bien évidemment. J'ai le Diable du Pont Valandré pour des ouvrages parus, bien sûr, hein, à la Fondation de Figeac. Champollion, l'héritier du peuple, pardon si je l'articule mal, Cato, c'est ça? Je vois le. Cago. Voilà. Cago. Tu vois, ma faute d'orthographe à moi est énorme quand même dans le. Voilà. Le diable du gouffre de Padirac, si je ne me trompe pas, la disparition de Saint-Cirque, la Popie, voilà, l'assaut de la mouine, l'hiver de l'éléphant, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, les chevaux de Perchemel 1, Genèse, les chevaux de Perchemel 2, la réminiscence, l'enfant autre, Motoban 1621. Et à ce sujet-là, Motoban 1621, je crois par ailleurs qu'il y a une suite à donner, non? Oui, c'est un album qui, en fait, c'est une demande qui a été émise par la municipalité et les services culturels de la ville de Montauban. Alors, l'album 1621, pourquoi ce livre? En fait, il y a eu toute une série de manifestations à Montauban il y a donc maintenant 2 ans, puisque c'était en 2021, et ils ont voulu fêter les 400 ans du siège de la ville par Louis XIII. Alors, à cette occasion, il y a eu du théâtre, il y a eu des spectacles, des tas de choses, et entre autres, ils se sont dit, on veut marquer l'événement par un album de bande dessinée. Et donc, comme François-Henri Souillet, avec qui j'avais déjà travaillé, parce qu'en général, c'est vrai que je travaille plutôt seul, L'hiver de l'éléphant était ma première collaboration, et François-Henri Souillet, qui est un auteur
de renommée maintenant même internationale, puisqu'il commence à produire des best-sellers au niveau de ses romans moyenâgeux, euh, était donc sollicité pour écrire à partir des éléments historiques pour faire un album qui soit attractif pour le public et qui raconte le siège de la ville par Louis XIII. Donc, j'ai été contacté avec d'autres dessinateurs. Finalement, j'ai accepté le challenge, parce que je dis challenge parce qu'on avait un délai très court pour réaliser l'album. Donc, j'ai eu une période où j'ai dessiné beaucoup, pour arriver à être en temps et en heure, puisque l'album devait paraître en 2021 pour fêter les 400 ans. Donc, ce premier album a été très bien reçu. D'ailleurs, j'ai eu la chance, ça en tant qu'auteur, c'est rare, c'est d'avoir une exposition qui a duré pendant 1 an sur la ville de Montauban, pas loin de l'Office de tourisme, en plein cœur de ville. Et donc, c'est une exposition qui avait été réalisée aussi par un artiste concepteur d'exposition avec des choses absolument extraordinaires. Évidemment, ils sont partis du travail de mes planches, mais il y avait une réelle mise en scène avec des personnages grandeur nature, avec des planches qui couvraient tout un mur. Enfin bon, bref, une création terrible. Donc ça, c'était superbe. Et comme la réaction du public était vraiment enthousiaste, le livre a très très bien fonctionné. La municipalité, toujours, enfin les services culturels, se sont penchés sur l'idée d'un autre album qui raconte la fondation de la ville et les premiers siècles, c'est-à-dire comment de rien, puisque c'est une ville qui a été créée entre guillemets à peu près au XIIe siècle, et puis qui a connu quelques étapes. Enfin bon, donc l'album sur lequel je travaille actuellement, toujours sur le scénario de François-Henri Soulier, eh bien, au travers d'une famille parce qu'à Montauban, il y a un quartier qui s'appelle le quartier Sapiac, et donc au travers d'une dynastie Sapiac, on suit comme ça des personnages, évidemment, qui ont été romancés, mais qui s'appuient toujours sur la réalité historique et qui emmènent le lecteur sur les différentes étapes de la création de la ville et de sa vie, de ses transformations, de ses destructions, des incendies, enfin, différents événements qui amènent jusqu'au XVIe, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà. C'est déjà pas mal, je trouve, hein. Encore une fois, c'est passionnant quand même, non? On entre dans des sujets qui sont… Enfin, 1 an d'exposition, c'est pas rien, effectivement, pour un auteur quand même. Ça permet de faire voyager beaucoup de personnes habitant Montauban et qui ne connaissaient pas forcément leur ville aussi. Ben, oui, en plus, ça a très bien fonctionné parce que, encore une fois, les gens qui ont conçu l'expo étaient vraiment… c'était pas juste, allez, on va coller 4 planches et puis ça sera joli. Par exemple, il y avait un espace enfant avec avec un travail de recherche pour les enfants. Il y avait une maquette de la ville de 3 mètres sur 3 de l'époque. Il y avait un canon de l'époque avec des boulets. Et puis, en plus, l'entrée était gratuite aussi. Ce qui fait qu'il y a des Montalbanais qui sont venus plusieurs fois. Et alors évidemment, il y avait aussi, à côté de la bande dessinée, d'autres documents plus didactiques, plus copieux au niveau parce que dans une bande dessinée, l'espace d'une planche, on ne peut pas tout raconter. On est bien obligé de rester dans une idée de récit. Donc à côté, il y avait vraiment des textes historiques qui complétaient la bande dessinée. Et c'est vrai que l'expo l'a fait carton plein. Enfin, ça a très, très bien marché, y compris, puisque donc l'expo avait démarré en septembre 21. Elle s'est achevée en septembre 22, ce qui fait qu'il y a eu toute la période estivale, où évidemment, nous, l'Occitanie, on est quand même une région avec pas mal de visiteurs. Et là aussi, il y a eu pour des gens qui ne sont pas du coin, la possibilité de s'approprier un bout de notre histoire, quoi. Oui, c'est tout à fait ça, et s'approprier un bout de l'histoire, peut-être même s'accompagner justement de ce qui peut-être n'est pas récurrent dans notre scolarité, nous, en étant un peu plus éclectiques, peut-être approcher un monde tout à fait différent et dont les vecteurs, peut-être les professeurs, pourraient amener ça sur justement des sujets scolaires. Ah ben, ça a été très, très utilisé aussi, oui, oui. Enfin, il y avait, moi-même, on m'a demandé d'animer plusieurs séances avec des classes.
Et Mhm. c'est vrai que l'album en tant que tel était, je pense, un bon outil pour solliciter des collégiens ou des lycéens. Et puis, c'était un support attractif quand même. Mais comme le travail de François-Henri Soulier était très précis, même si Mhm. on était dans un roman, évidemment, tous les personnages historiques cités ont existé, les différents événements ont eu lieu aussi, parce que, entre autres, bon, il y a un certain nombre de documents, mais entre autres, il y avait le journal tenu par un officier de l'armée du roi qui quotidiennement relatait, bon, de manière très, je dirais, numérique, les événements. Aujourd'hui, attaque à la porte, machin, 300 morts. Enfin bon, sauf que ce type d'information, ben, ça donne une bonne idée de la monstruosité de ce siège, parce qu'il faut savoir donc que Louis XIII a fait le siège de la ville pendant plusieurs mois, que des milliers de personnes sont mortes, y compris dans son, et surtout dans les soldats du roi. Quand je dis soldats, c'était aussi beaucoup des mercenaires, parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils pensaient que ça allait se passer en 2, 3 jours, sauf que à l'époque, ben, même si on avait des canons, entre guillemets, c'était pas des bombes, c'était des boulets qu'on envoyait. Or, la ville de Montauban avait des murs épais de 3 mètres. Et ben oui, quand un mur épais de 3 mètres recevait un boulet, ça cassait 2 pierres, mais ça cassait pas la protection de la ville. Donc, de toute façon, Louis XIII a échoué et il est reparti au bout de 2 mois avec beaucoup de dégâts, malheureusement beaucoup de morts, en particulier un événement, enfin, qui est typique de cette période et qui malheureusement peut faire penser à des choses qui se passent actuellement. C'est qu'à un moment, Louis XIII a monté une tente avec un grand banquet où il a invité les huiles de l'époque, et puis des cardinals de ceci, et puis monseigneur de cela. Et ils ont assisté au combat, comme on regarderait une vidéo. Sauf qu'en dessous, les gens mouraient pour lui. Et donc, voilà, c'est des détails comme ça qui correspondent. Peut-être on ne le dit pas souvent dans les livres d'histoire, justement, mais c'est comme ça que c'est arrivé, C'est pour ça entre que je autres. parlais d'éducation nationale tout à l'heure par rapport et finalement, ça a bel et bien effectivement été donc plus ou moins prise au sérieux et certainement à l'écoute comme nous sommes à vous écouter. Voilà. Justement, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous appréciez justement dans tous ces moments de partage, de rencontre? Qu'est-ce que vous retenez en fait? Mais en fait, moi, ce que j'aime effectivement dans ce travail de bande dessinée, c'est qu'il y a 2 phases. Il y a une phase parfaitement solitaire dans l'atelier, qui me plaît beaucoup. Je suis dans mon silence, je suis dans mon univers, je ferme la porte, j'ai mes livres autour. Et puis, il y a cette phase de partage, Mhm. à la fois en amont, quand on réalise l'album. Moi, je suis toujours ravi de rencontrer des passionnés. François-Henri Soulier, c'est un passionné d'histoire. Et quand on est en face de lui, on ne peut que l'écouter de tout ce qu'il a raconté. Quand je suis en face d'un historien, on sent que c'est des gens qui sont, ils font pas ça juste parce qu'ils sont entre guillemets fonctionnaires ou je sais pas quoi. Non, on sent il y a de l'émotion, de l'attrait. Donc, ils partagent leur émotion. Quand je rencontre des préhistoriens, c'est pareil. C'est comme ils partent de les voir s'émerveiller parce qu'ils trouvent un petit bout de silex qui fait 4 millimètres. Oui, mais on l'a jamais vu. Et donc, toutes ces émotions-là, elles sont magnifiques. Donc ça, c'est vraiment un partage de vie. Et le deuxième versant, c'est quand le livre paraît, c'est les rencontres avec les lecteurs. C'est que Voilà. là aussi, rencontrer des gens qui ont lu mes livres et puis qui viennent m'en parler, qui ont envie de m'en parler et qui me parlent de leurs émotions de la lecture et de voir comment en fait un lecteur s'approprie pardon, le livre Mhm. au-delà de ce que nous, on a pu imaginer. Et j'ai comme ça vraiment un certain nombre de rencontres. Bon, assez belle, quoi, enfin, de gens que je n'ai jamais revus forcément après, parce que c'est juste le biais du livre, c'est voilà. Et puis, sauf qu'on a partagé un temps d'émotion ils m'ont fait partager leur émotion de lecture. Très bien. C'est très agréable. Justement, moi, je vais m'adresser aux BDistes. Hein, il y a pas, il y a- et forcément, et même presque, j'allais dire, à l'humain. Quelles sont vos similitudes justement entre vous, BDistes, et vos personnages? Voilà. Ben, c'est sûr que, surtout sur des albums personnels, c'est-à-dire quand je reprends une légende, bon, c'est une adaptation. Donc, il y a toujours de moi, mais le fond initial,
il existait bien avant que je m'en empare. Quand je fais des albums plus personnels, comme Le Disparu de Saint-Cyr ou comme L'Enfant autre ou Les Chevaux du Pêche-Merle, c'est sûr qu'il y a une part de moi qui passe forcément dans les personnages. Entre mon parcours, mes expériences professionnelles diverses, ça transparaît et je m'attache à évoquer des choses qui me tiennent à cœur, quoi. Parce que si je prends par exemple L'Enfant autre, donc la thématique que j'ai voulu aborder derrière cette aventure, c'est l'idée de la différence et de l'acceptation de la différence chez l'autre, quel que soit son aspect, ses origines, son faciès. Et d'ailleurs, c'est marrant quand je disais tout à l'heure que les gens s'approprient la lecture. Bon, la couverture du livre, donc c'est un petit gars. En fait, le principe de L'Enfant autre, c'est un enfant néandertal qui perd sa tribu, qui doit devoir essayer de se trouver une place dans une tribu de sapiens. Donc, quelque part, c'est aussi comment je dirais moi, une interrogation universelle, parce que même si on n'a pas tous des têtes de néandertal, il faut tous qu'on trouve notre place au milieu des autres. Et c'est vrai que quand l'album est paru, cette simple image de voir ce jeune garçon qui s'enfuit parce qu'on lui jette des cailloux dessus, je me souviens d'une personne qui me dit, ben, ça c'est moi. Et en fait, c'était un homme qui était homosexuel et qui, depuis toujours, s'est senti prendre des cailloux dans le dos, quoi. Ou une autre fois, c'était aussi une jeune fille qui avait une sorte de déformation sur le visage qui la rendait évidemment avec un aspect particulier, quoi, comme si elle avait une chic en permanence. Et j'imagine tout ce qu'elle a dû vivre dans les rapports aux autres et tout ce qu'on a dû se moquer d'elle et comment elle a dû avoir du mal à se trouver une place. Donc c'est cette thématique-là qui, au travers d'une aventure, même si au départ le lecteur ne le sait pas, c'est un petit peu ces choses-là qui sont passées dans le livre. Et c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, je crois que dans n'importe quel auteur, il peut pas empêcher qu'une partie de lui-même passe dans le livre, quoi, de toute façon, que ce soit en littérature, en BD, en théâtre. Si on a envie d'écrire quelque chose, c'est qu'on a envie de dire quelque chose. Sinon, on va à la pêche. Je sais pas. On sent bien chez vous des émotions vives à travers justement ces relations-là avec vos personnages et l'envie, par les similitudes, je disais tout à l'heure, entre le BDisme et puis les personnages finalement. Voilà. Et oui, ça va sous le sens, ça coule sous le sens, j'allais dire. Pas sous les ponts, mais enfin sous le sens. Voilà. Peut-être une autre question. Justement, quelle stratégie, enfin, je parle de stratégie pour atteindre justement un large public pour durer, parce que ça fait quand même 30 ans, pour toujours renouveler des idées, continuer à avoir cet amour de ce que vous faites, justement. Stratégie, je ne sais pas si je peux parler de stratégie. En fait, Modalité, si voilà, on peut. c'est entre guillemets, oui. Oui. Que... C'est difficile de parler de stratégie, d'autant plus que moi, ma manière de travailler, je n'écris pas l'histoire. C'est-à-dire que quand je commence un livre, personnel, j'entends, j'ai une idée. Bon, encore une fois, pour l'idée sur la grotte Chauvet, c'était parler de la différence. C'est vraiment, voilà, cette idée-là, elle est là. Ensuite, j'ai été dans la grotte. Donc, c'est la grotte qui m'a nourri de ces images. Et ensuite, j'ai commencé la première planche. Et les autres planches s'enchaînent sans que je construise. Donc, moi, ma stratégie, elle est très, justement, je ne peux pas dire écriture automatique parce que ça prend quand même du temps de faire une planche, mais je dirais que c'est de la BD automatique. Je n'écris pas de scénario. C'est l'histoire. Et j'ai cette liberté parce que je suis mon propre éditeur. Et donc, je n'ai pas à me dire ça doit faire 40 pages ou 40. Il se trouve que l'album L'Enfant autre a fait 70 pages parce que l'histoire s'avançait de cette façon-là. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Mais par exemple, à un moment, un de mon personnage prend un coup sur la tête, bah, obligatoirement, ça veut dire que quelqu'un lui a donné. Et ce quelqu'un, bien, il vient prendre une place dans l'histoire et il va devenir un des personnages principaux de l'album, alors que je ne l'avais pas écrit. Et je me laisse aller aux émotions et puis et même à mes rêves. Parfois, c'est en dormant. C'est important, le rêve. C'est ce qui fait, hein, ça nous fait finalement, ça nous évade, ça permet de s'éloigner de problèmes récurrents.
romans en général, et puis on s'invente des histoires proprement dites. C'est ça, ça sert à ça. Après, par contre, peut-être pas stratégie, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a nourri, justement, c'est la bande dessinée. C'est-à-dire qu'au niveau du code de lecture, au niveau de l'écriture BD, parce que la BD, c'est pas du dessin, c'est pas du roman, c'est quelque chose de très particulier. Parfois, moi, je rencontre des gens qui me disent, je sais pas lire de la bande dessinée. Ben oui, je comprends ça parce que c'est un code. C'est un code. Il y a de l'entrecase. Il y a des tas de choses que le lecteur doit construire. Et donc, ça, par contre, c'est peut-être pas exactement la stratégie, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été nourri depuis toujours par ce mode d'expression. Et ça, après, petit à petit, c'est ma propre écriture qui s'est mise en place. Mais j'étais une éponge par rapport à toutes mes lectures. C'est ce qui m'a permis petit à petit. En fait, moi, je n'avais pas spécialement de capacité de dessinateur, mais comme j'avais envie de raconter des histoires comme ça, j'ai petit à petit dessiné. J'ai appris à dessiner pour pouvoir raconter mes histoires. Puis maintenant, bon, ça va à peu près. Mais En tout cas, on peut dire vraiment que vous perdurez, franchement, et vous avez, quand on voit, parce qu'on les a à côté de nous, oui, les on a illustrations, alors, voilà. voilà, l'enfant autre, par exemple. Voilà. On voit l'enfant autre, voilà. Ça, tout le monde le voit, tout à fait. Ensuite, on a les chevaux, justement, de Perchemin. On en parlait tout à l'heure. Là, j'espère que tout le monde va le voir. Tout à fait. Alors, nous avons le volume 1, j'en ai un autre, certainement le premier, et le deuxième. Ça, c'est le deuxième. Lui aussi, Voilà. il a une petite histoire, c'est que, en fait, le tome 2 de Pêche-Mer raconte l'aventure de la découverte par les enfants au siècle dernier. Parce qu'on vient en 2022, là, pardon, on vient de fêter les 100 ans de la découverte par les enfants. Et donc, ça aussi, quand on parle d'aventure humaine, pour mener à bien ce livre, j'ai rencontré pendant des semaines et des semaines des personnes qui ont connu les protagonistes, parce que ce soit l'abbé Lémosy ou André David, tous les deux sont décédés dans les années 70. Donc, pour mener à bien cette aventure, j'ai rencontré entre autres la fille du découvreur, une personne qui a été enfant de cœur de l'abbé Lémosy, enfin pour nourrir les personnages, pour qu'ils soient authentiques. Et c'est aussi une phase, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vraiment très intéressante et passionnante. Et c'est ce qui a permis de faire que le livre, quand il est sorti, il fonctionnait bien. Il fonctionne toujours bien parce que c'est pas juste une succession de dates, c'est pas juste une chronologie d'événements, mais j'ai reconstruit une aventure humaine, même si je n'y étais pas. J'ai reconstruit une aventure humaine qui nous permet de sentir un petit peu qui étaient ces gens et comment ils ont fonctionné au cours du siècle dernier. Ça, c'est le temps qui nous est imparti encore. Alors, il nous reste à peu près 6 minutes. Ça passe tellement vite. Moi, là, on a montré les 4 ouvrages. Je reprends tout de même le premier ouvrage qu'on n'a pas assez suffisamment vu. Le pourquoi du comment, je pense. Voilà, on le voit mieux là. Voilà. Donc, ça, Montauban en 1621, c'est important. Il y aura donc le deuxième volume en création, je pense, et ça nécessite aussi, à mon avis, un suivi de l'auteur et on reviendra vers vous à cet effet dans peu de temps. Moi, j'ai une dernière question parce que ça passe tellement vite, 6 minutes. C'est surtout les points forts qui se portent sur la grotte de Chauvet, lesquels enregistrent une multitude de couleurs, on est d'accord, hein, animalières. Voilà, plus que ça. Moi, ma question, c'est aux BDistes, si vous étiez un animal, en somme, un totem préféré, quelque chose, quel serait-il? Voilà, pour terminer un petit peu. J'ai une petite passion pour le cheval quand même. Oui, forcément, il y a un peu. Oui, oui. Non, mais j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer aussi l'équitation. J'ai eu un cheval qui lui est parti parce que voilà, c'est comme ça. Oui, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui correspond là aussi aux images d'enfants, de voir ces Indiens sur les chevaux qui s'en allaient dans la plaine sans barbelés. Il y avait une image qui me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que le cheval reste un… J'aurais tendance maintenant à être
encore plus attiré par les chevaux de trait, leur force et leur tranquillité. Ce sont des chevaux qui sont très paisibles, mais qui savent bien travailler malgré tout. Et voilà, le cheval. Et pour ce qui est des salons à venir, vous pouvez nous en parler un petit peu? On a encore à peu près 4 minutes pour le dire, donc vous Ben, avez… effectivement, j'ai quelques salons de prévus, mais là, je n'ai pas les dates en tête exactement. Je sais que dans peu de temps, j'ai un salon à Cap-de-Nac, donc ça, c'est dans le Lot. Je sais que j'ai un salon du côté d'Adour, ça s'appelle, de côté de Montauban. J'ai un salon aussi à Montauban. Faut que je remette toutes ces dates sur mon site, mais bon, j'ai déjà… hum, il y a un salon du livre néandertalien qui a lieu début juin, justement en Corrèze, à la Chapelle-aux-Saints, là où on a trouvé le corps d'un homme néandertal fossilisé. D'accord. Voilà. C'est vrai que je fais Une régulièrement. dizaine à peu près, une dizaine ou peut-être une quinzaine Oui, de là, salons dans l'année. dans les 6 mois à venir, il y a facilement une dizaine. D'accord. Bon, les gens qui sont intéressés, ils iront farfouiller sur le site. C'est ce que j'allais Voilà. dire. Voilà. Mais on ne manquera pas de toute façon de relier les informations sur notre page littéraire. Et puis, bien évidemment, comment dire, n'empêche les gens de venir vers vous à travers vos ouvrages et bien évidemment donner eux-mêmes l'information à travers vos salons. Hein, je pense que c'est tout à fait naturel, ça aussi. Voilà. Voilà. Même est-il un cheval au galop. Voilà. Voilà. Pour nous, ce fut un plaisir. À moins que tu aies une dernière question, ça passe tellement vite. Moi, je m'attendais à poser 14 questions, on a posé 6, ça va tellement vite, on présente tous les ouvrages. Il y aura sûrement encore un tome 2, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Cette émission, moi, elle nous tenait à cœur, à la faire ensemble parce que ça fait un moment. Ça fait un petit moment qu'on se suit aussi, qu'à travers vous, bah, ma foi, j'ai eu le temps de regarder un petit peu ce qu'était entre guillemets, la vie du BDiste et l'entourage des bulles et la consonance du texte. Effectivement, le roi Louis XIII n'était pas tendre, hein, n'est-ce pas? On peut dire ça. Pour les spectateurs qui étaient là dans la petite toile de tente, non plus. Hein, cardinaux ou généraux qui ont pu y participer. Il faut savoir dire que c'était quand même un monde de dictature et ce n'était pas facile pour ceux qui habitaient la ville, forcément. Là, il y a dû y avoir des morts et puis des atrocités bien pas possibles, comme dans toutes les guerres. Rien n'est facile. Moi, je pense que… Quel serait votre mot de la fin, finalement? Le mot de la fin, c'est que je continue à avoir du plaisir à faire ces livres et que d'ailleurs, après Montauban, j'ai un projet avec un nouvel album préhistorique avec la grotte Cosquer, la grotte sous-marine qui a été découverte et dont on vient de mettre en place le facsimilé. Et donc, très bientôt, dans quelques semaines, je vais retourner faire un peu le même parcours qu'avec Chauvet, c'est-à-dire je vais m'imprégner de cette nouvelle grotte et plus tard une nouvelle histoire. Je vous le souhaite. J'espère bien aussi pouvoir avoir le petit dernier dans ma bibliothèque prochainement. Ça me dévore déjà de l'avoir entre les mains. Voilà. Il faudra être patient. Et puis, au plaisir de se revoir de toute façon. Ça aussi, ça ne fait mal à personne de se rencontrer à nouveau. Et ben voilà. Moi, je dis aux gens, donc il faut écouter ces rêves, il faut les faire, il faut les vivre comme vous le faites. Et ça, c'est bien. Parce que je retiens, comme vous avez commencé il y a 4 ans, et regardez tout ce que le parcours que vous avez fait depuis. Je dis chapeau. 35 ans de carrière, et il le disait fort bien tout à l'heure, sans avoir aucune télévision tout autour et avoir… je sais pas, cet instinct naturel de vouloir lire quelque chose pour finalement, voilà, j'allais dire le partage, partager son savoir autour de dessin qui est donc devenu son métier, BDiste par le fait. Et ben, ce fut un plaisir pour nous. Et pareil pour moi. On aura l'occasion de se revoir. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et ma foi, on ne peut que vous souhaiter le meilleur à l'avenir.